Des bourgeons, balade des bourgeons fleurit au 1er mai. à la cette année, ZAD allez savoir d'Aix-en-Provence, pourquoi. Parc Rambaud. La nature est complètement emballée. Des plantes qui devraient faire leurs bourgeons sont encore endormies en l'attente de je ne sais quoi. Et d'autres ont profité, comme nous, du beau temps et des températures élevées pour s'exprimer et développer leurs bourgeons. Et les coquelicots, en l'occurrence, comme les pastels qui n'existaient pas il y a 10 ans dans le paysage aixois, sont venus par le biais des autoroutes et commençaient à fleurir au 15 mai aussi. Là, ils sont en fleurs maintenant. Pastel, c'est cette plante qui a les feuilles qui sont un peu vert glauque, entre le vert et le bleu, qui fait une rosette de feuilles pendant l'hiver et qui va monter sa hampe florale au printemps et développer une belle couronne de fleurs jaunes très lumineuses. On en voit sur toute la rocade sud d'Aix-en-Provence. On ramassait les feuilles au printemps, les jeunes feuilles justement. On les mélangeait à de l'urine humaine ou de l'urine de cheval qu'on faisait fermenter. Et ces petites boules-là étaient commercialisées sous le nom de boules de cocagne. D'où le pays de Cocagne. C'est avec les feuilles fermentées dans l'urine qu'on fabriquait le bleu pastel qui servait à teindre les vêtements. Donc il y a des tas d'histoires, des lavandières qui étalent. Parce qu'en fait, la couleur se dévoile au soleil. Donc on fait le bain de macération, on fait bouillir dans des grosses marmites en mélangeant les boules de cocagne fermentées avec le pastel Isatis tinctoria. On en amènera la prochaine fois. Voilà, c'est la plante de pastel. On les faisait bouillir, ça faisait des espèces de tissus marronaces et comme par magie, quand on les étalait au soleil, la couleur bleu ciel apparaissait comme par magie. Alors là, on est sous les tulipiers de Virginie, ces magnifiques tulipiers du parc Rambaud. Et si on observe bien, on va voir des petits bourgeons ovoïdes qui ont commencé à écarter leur protection d'hiver pour exprimer les feuilles. Alors là, la feuille du tulipier de Virginie, je vous engage à la surveiller de près et à la regarder de près. Parce que c'est la seule du règne végétal qui a cette forme particulière. C'est une feuille tronquée. C'est comme si on avait mis un coup de ciseau sur le haut de la feuille. Elle n'est pas pointue en haut, mais elle est inversée et elle ressemble à une tête de chat. Alors elles vont bientôt apparaître. Ce qu'on voit là, ce sont les restes des corolles des fleurs. Ça ressemble un peu à une tulipe, d'où son nom, tulipier de Virginie. Donc là, pour le moment, ce sont les premiers bourgeons, les bourgeons à feuilles, qui vont capter l'énergie solaire de façon à donner de l'alimentation à la plante pour sortir et exprimer ses fleurs. On passe au suivant. Le suivant qui est là, le chêne vert, Quercus ilex en latin. Alors lui, c'est un persistant. Ça l'empêche pas de faire des bourgeons. Mais lui, il a la spécificité, avant les feuilles, de faire les bourgeons à fleurs. Alors celui-ci ne les a pas encore sortis, on les verra sur d'autres chênes, le chêne caduc, le chêne d'Amérique qui est là-bas. Mais celui-ci, il me permet juste de parler un petit peu de la relation entre les hommes et les arbres depuis la nuit des temps. Alors en fait, il y a à peu près 20 000 ans, il s'est passé un gros changement climatique. C'est pas le premier qu'on est en train de vivre. Et c'était la dernière glaciation avec le recul des glaciers. Il faut savoir que les images d'Épinal qu'on a, des hommes préhistoriques qui chassaient le mammouth dans les glaces, etc., c'était justement avant cet épisode climatique. Et puis est arrivé le premier réchauffement, il y a entre 15 et 20 000 ans, qui a fait reculer les glaciers. Et là sont apparus quelque chose d'extraordinaire, de nouveau, des arbres. Et notamment, sous nos climats, le chêne. Bonne aubaine pour l'homme de l'époque, qui était là à chercher à savoir dans son environnement ce qui pouvait lui servir et comment interagir avec son environnement pour trouver de la nourriture, pour trouver des objets domestiques, pour trouver des ressources alimentaires. Enfin, tout ce dont on a besoin dans la vie, à part les tablettes et la pollution électromagnétique. Eh bien, le chêne, il a été principalement utilisé par son écorce. On pilait l'écorce parce que l'écorce de chêne contient énormément de tanins. Alors tanin, ça a donné tannerie. Et c'était justement l'objet de l'utilisation de la poudre d'écorce de chêne. Ça servait à tanner les peaux d'animaux. On chassait les animaux et la peau de l'arbre servait à conserver la peau des bêtes qui était la deuxième peau de l'homme. Donc au niveau symbolique, c'était très important.
Et puis après, les civilisations se sont un petit peu plus civilisées. Et chez les Grecs, le chêne était l'arbre sacré par excellence. Chez les Celtes aussi, on allait cueillir le gui sur des chênes. Et chez les Grecs, cet arbre était habité par des divinités. Des divinités qu'on appelle des nymphes. Les nymphes du chêne s'appellent les dryades et les amadryades. Alors, il n'y avait pas qu'une divinité, il y en a deux. Il y en a deux. J'adore quand la botanique endort les enfants. C'est vraiment, c'est une science extraordinaire. Donc les dryades et les amadryades, c'est des esprits sacrés qui vivent dans l'arbre, à tel point que la vie des amadryades est liée à la vie de l'arbre. Pour vous dire à quel point on ne pouvait pas couper un arbre ou le sacrifier parce qu'on sacrifiait un esprit sacré avec l'arbre. Voilà pour le chêne. On va passer à des bourgeons plus représentatifs en allant voir le forsythia. Alors, Et au passage, un olivier, l'arbre Voilà. de la paix. voilà, l'olivier qui, s'il avait des petits bourgeons de fleurs là, il manque d'arrosage. Donc lui, il les a émis, hein. Il est en pleine pousse. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors voilà. Les premiers bourgeons du forsythia, plouf, c'est des fleurs. Vous imaginez? Il s'est reposé pendant 3 à 4 mois, et puis là, la première chose qu'il pense à faire, c'est à offrir des fleurs au soleil. Ah, pour faire venir les butineurs et tout. En plus, il y a du nectar, c'est bar à tous les étages. Non mais c'est quand même un principe fondamental de la vie qui est remarquable. Et à côté, donc un petit peu plus loin sur le rameau, on a les bourgeons à feuilles. Alors à titre indicatif, taxonomique et vocabularistique, les boutons forment des fleurs, les bourgeons forment des feuilles. Donc là voilà, on a cette générosité exprimée vers la nature pour partager avec d'autres règnes, hein, avec les insectes, pour favoriser la sexualité et la production de graines. Et donc on me pose souvent la question, mais quand est-ce qu'il faut... non, il faut tailler les arbres. Donc déjà c'est une conscience collective, il faut tailler les plantes, c'est indispensable. Bon. Alors que dans la nature, elles ne se taillent pas, elles n'ont pas besoin de taille. Mais beaucoup de jardiniers me demandent, oui, mais on ne sait pas trop comment, quand est-ce qu'il faut tailler les arbres. Alors pour les arbustes à fleurs, il y a deux principes. Il suffit de regarder. Avec la botanique, c'est bien, c'est l'observation qui donne la réponse. Donc là, la plante fleurit sur les rameaux qui ont été fabriqués l'année dernière, qu'on appelle les rameaux de l'année. Et ça, c'est les rameaux de l'année précédente, qui ont 2 ans. Il fleurit sur les... Donc pour favoriser la floraison, il suffit de favoriser les rameaux qui vont fleurir dans l'année. Donc tout ça, ça va faire des feuilles, et au printemps prochain, c'est ce qui va faire des fleurs. Donc le forsythia, la meilleure façon de tailler le forsythia, c'est de faire des bouquets. Contrairement à d'autres plantes qui vont demander une autre taille. Donc là, on aurait des sécateurs, on ferait un magnifique bouquet pour le partager, ce qui permettrait de réduire l'arbuste, de le favoriser pour refaire les bourgeons à feuilles et la floraison de l'année prochaine. La taille, ça sert à ça, à avoir un bénéfice et à donner un bénéfice à la plante. C'est une interaction à bénéfice réciproque, quand c'est bien fait. On va continuer avec, ah ben là voilà, merci la régie. Donc Roger de la Régie Naturelle nous a fait fleurir cette plante que vous connaissez tous. Voilà. Voilà. C'est pas du laurier. Alors, ouais, mais il y en a plein des lauriers en Provence. Il y a du laurier thym, qui n'a rien d'un laurier, hein, qui est une viorne, qui est le Viburnum tinus. Celui-là, c'est le laurier quoi? Ah, bonne pioche, bravo, bravo. C'est le laurier sauce. Ah oui, Eh ben oui. Et pourquoi que donc qu'on le met dans la sauce? Parce que ça donne un bon goût. Bah bien sûr, bien évidemment. On a parlé des relations sacrées et des esprits dans les plantes. Je peux déjà vendre la mèche. Là-dedans, il y en a beaucoup des esprits. Alors le laurier sauce, on le met dans la sauce, non pas simplement parce que ça donne bon goût, entre autres, mais aussi parce qu'il a des propriétés médicinales. Hein, il est antiputride
c'est-à-dire qu'il empêche la fermentation des aliments et notamment de la viande. Donc dans la daube, c'est vachement bien de le mettre dans la daube parce que la viande qui est un peu faisandée, eh ben, ça vient éviter qu'elle se décompose. Et il a une deuxième propriété, c'est que c'est une plante carminative. Est-ce que l'un de vous sait ce que ça veut dire carminatif? Un rapport avec la viande. Alors, c'est un rapport avec le prout. Voilà, c'est carminatif, c'est la propriété qui empêche le développement des gaz intestinaux, donc qui est lié à la première propriété, pour éviter de faire des proutes. C'est pour ça qu'on le met dans le bouquet garni, le bouquet garni. Mais maintenant, la question piège pour tous ceux qui ont répondu laurier sauce. Est-ce que le nom latin du laurier, c'est Laurus saucis ou Laurus antiproutus? J'en doute. Non. Le nom latin du laurier, c'est Laurus nobilis. Le laurier noble. Ces lettres de noblesse lui viendraient-elles du fait qu'il nous empêche de faire des proutes? Alors maintenant, on va tous faire un petit peu du latin. Pour les parents d'enfants studieux et pour les anciens, les adultes, en France, il y a un diplôme qui permet de faire la transition entre le premier et le deuxième cycle, qui s'appelle les baies du laurier en français. En latin, ça s'appelle comment? Le baccalauréat. Bravo. Les couronnes de laurier servaient à cerner la tête des Césars et des lauréats, des vainqueurs des Jeux Olympiques. Voilà, notamment. Donc vous voyez qu'on est passé de la sauce là à la tête des empereurs et au couronnement des victorieux des épreuves. Et bien ça c'est l'histoire d'une nymphe. C'est l'histoire d'une nymphe qui s'appelle Daphné l'Auréola. Daphné, c'était une prêtresse d'Artémise. Artémise qui a donné les armoises. Artémise qui est l'Artémise grecque, qui est la Diane romaine, la Diane chasseresse. Alors c'est des divinités avec des propriétés ambivalentes, puisqu'on les considère comme des divinités sanguinaires qui se revêtaient des dépouilles sanglantes des bêtes qu'elles chassaient, mais c'était aussi des divinités protectrices de la nature qui se promenaient accompagnées d'une biche apprivoisée. Les oiseaux étaient ses complices et permettaient par leur chant, la modulation de leur chant, de prévenir ces divinités quand un berger égaré ou un paysan s'était perdu dans les bois, parce que ces divinités avaient fait vœu de chasteté. Elles ne voulaient pas être touchées par un homme, de quelque façon que ce soit. C'était le prix à payer pour être les garantes de la défense de la nature. Et donc, Daphné l'Auréola était une prêtresse assidue de Diane, l'Artémise grecque. Et un jour, alors qu'elle se promenait entourée de son nuage de papillons avec ses compagnons les oiseaux et qu'elle s'approche d'une petite source fraîche et pure et vierge que même une feuille morte d'un arbre n'avait pas encore touchée, et quand son pied vient troubler l'onde et faire des petits reflets sur la mousse couverte de gouttelettes de rosée, là, au-dessus de l'empyrée, dans son canapé de nuages, il y a Apollon, le frère jumeau d'Artémis, qui la voit, qui voit la divinité, qui voit Daphné dans son plus simple appareil, dit la légende, c'est-à-dire simplement vêtue de sa longue chevelure, voilà, qui va au bain. Et là, oui, il pète un câble et il descend. Alors, il se transforme pas en cygne, en taureau, en pan. Là, il prend même pas le temps de faire une métamorphose. Il arrive, il débarque sur Terre devant la pauvre Daphné, qui est effrayée et qui prend les jambes à son cou. Alors il lui emboîte le pas et donc je peux vous dire que deux divinités qui se coursent, ça va vite. Il essaye de la convaincre, il dit mais non, je ne suis pas n'importe qui, je suis le dieu de la lumière.
Je suis le Dieu de la connaissance. C'est moi qui compose le chant de tes amis, les oiseaux. Je connais les propriétés des plantes médicinales. Ah, fais attention, ne t'écorche pas dans les ronces de ces chemins tortueux. Je ne voudrais pas être le responsable de tes blessures. Tu seras ma reine. Et Daphné, elle veut rien entendre. Donc elle continue à courir et elle arrive au bord d'une falaise où là, il y a en bas le fleuve, son père. Elle était fille de fleuve. Et là, elle implore les divinités de faire quelque chose pour ne pas être conquise par Apollon. Et les dieux, qui avaient quelques petits problèmes politiques avec Apollon déjà, qui avait fait quelques viols et au niveau des nymphes, quelques bêtises, donc hop, ils agissent. Et là, la légende dit que les pas de Daphné s'arrêtent, s'immobilisent dans le sol, sa belle peau veloutée se couvre d'écorce et l'extrémité de ses branches pousse des feuilles et elle se transforme petit à petit en laurier. Apollon va pour l'embrasser et là hop, son visage se couvre d'écorce aussi, le visage de Daphné, et Apollon lui dit tu pourras pas être mon épouse mais tu seras mon symbole. Je porterai en permanence une couronne de laurier pour protéger ma chevelure divine. Je graverai un rameau de laurier sur ma lyre et sur mon carquois. Ce en quoi, dit la légende, l'arbre acquiesce en se penchant et frétillant. C'est une belle histoire quand même. C'est une métamorphose. Une Bravo. métamorphose, donc les métamorphoses, je vous le glisse, c'est un mot latin, un mot d'origine grecque, avec des pH et tout, qui fait un très bon score au Scrabble, et qui va avec le mot nymphe. Avec le mot nymphe. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse là, sémiologique sur la nymphe. La nymphe, il y a trois définitions dans le dictionnaire Robert. J'aime bien Robert, parce que déjà j'aime bien le nom Robert, je ne veux vexer aucun Robert là. Mais dictionnaire Robert, déjà ça rime, et je le vois bien avec une vieille barbe et tout là. Et donc Robert, la première définition, elle est d'ordre entomologique. Là, une nymphe, c'est l'état transitoire pour les insectes à métamorphose complète entre l'imago et la larve. Plutôt entre la larve et l'imago. C'est-à-dire que chez les insectes, par exemple, l'insecte dont la larve est l'asticot, ça donne un adulte qui est la mouche. Voilà. Chez les animaux, il y a le tétard à métamorphose complète qui donne la... Voilà, très bien. On a aussi la chenille qui donne le... On a aussi le petit humain qui donne... malheureusement. Mais bon, voilà, les anciens pensaient qu'on pouvait se métamorphoser. Un petit humain qui, dans certains cas, donne un magouilleur politique ou dans certains cas un résistant ou une résistante. Voilà, non mais le petit humain, s'il regarde des fleurs et tout, si on le fait jouer et si on développe son imaginaire, ça donnera un ami des arbres. Ouais. Voilà, c'est une bonne métamorphose. C'est vrai. Donc voilà. Alors, à titre indicatif, les scientifiques, les grands entomologistes, ne savent toujours pas comment ça se passe une métamorphose. Donc là, à l'intérieur de la chrysalide, à un certain stade de développement, la nymphe, sous l'effet des cercles imaginaux, ça s'appelle comme ça, se liquéfie complètement. Tous ses organes se dissolvent. Ça devient un être en diapause. Même au niveau de la vie, on ne sait pas comment ça se passe. Et là, ça se recompose petit à petit de façon à fabriquer un être vivant qui n'a rien à voir avec le précédent, qui a des organes supplémentaires, qui n'a pas le même appareil buccal, qui n'a pas le même appareil digestif. Enfin bref, une opération de magie naturelle. C'est pour ça que les anciens s'y sont intéressés et ont retranscrit la psychanalyse de base dans les végétaux et dans l'observation des métamorphoses. Donc ça, merci Robert, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est les divinités. Alors divinités de rang inférieur qui hantaient les bois, les rivières, les lacs et les grottes. Robert, divinité de rang inférieur, on en a parlé, des dryades qui vivaient avec l'arbre, etc. On verra au cours de la balade comment on s'est intéressé à l'histoire des nymphes. On va voir d'où elles viennent et si vraiment elles sont de rang inférieur. Bon, en tout état de cause, ça m'étonne de Robert. Et la troisième définition, je ne peux pas vous la donner là parce qu'il y a des oreilles prudes, mais je vous engage à la chercher dans le dictionnaire, vous serez très étonnés. C'est une partie de l'anatomie féminine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Voilà, donc je ferme la parenthèse en vous donnant un petit peu de travail, hein, c'est une balade pédagogique quand même. Voilà, pour en revenir à notre laurier. Donc vous vous rappelez de l'histoire, la transformation, etc.
Et bien ça, c'était de la politique. Cette histoire de la métamorphose de Daphné l'Auréola, c'est ni plus ni moins que la retranscription des conquêtes des Grecs du monde, de toutes les îles, et notamment des îles de Crète. À savoir que les divinités féminines de protection de la nature étaient surtout en Crète, et que là, quand les Grecs sont arrivés pour les conquérir, plutôt que de venir avec leurs tractopelles, de faire croire qu'ils allaient protéger les arbres, de tout détruire, et faire leur société, ils ont dit non, 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 on va essayer de trouver un compromis. Donc ils ont inventé une fable, une belle histoire, qui fait partie de la mythologie. Et dans ce cas de figure, Apollon n'est pas venu violer et contrarier la divinité Daphné dans ses pouvoirs naturels. Au contraire, par son action, il l'a transformée indirectement en arbre, il l'a renforcée dans ses propriétés et ses attributs par rapport à la nature. Et lui-même, Apollon, s'en retrouve aussi grandi, puisque lui-même, il en fait son symbole. C'est quand même relativement intéressant de voir comment l'approche de la nature a permis justement de faire au niveau des civilisations un amalgame par rapport à la connaissance de leur environnement. Mais c'est pas tout, parce qu'on a gratté un petit peu plus loin. Et ça, c'est grâce à Robert. Un jour, en caressant ces pages souples de ce vieux dictionnaire barbu, je suis tombé sur un mot extraordinaire qui s'appelle la menducation. Menducation. Et la définition, c'est mastication des feuilles de laurier. Saperlipopette. Et je vous le donne en mille. Qui est-ce qui mastiquait et pourquoi on mastiquait les feuilles de laurier? Eh bien, c'était les Pythis. La Pythie de Delphes. Vous en avez entendu parler, hein? La Pythie de Delphes, elle, c'était une prêtresse qui avait des hallucinations. Alors, elle les avait par deux moyens, vous l'avez bien compris, en mastiquant les feuilles de laurier. À ce titre, dans le savoir populaire, il y a beaucoup de grand-mères qui me disent « Oui, mais le laurier sauce, dans le ragoût, il ne faut pas mettre les feuilles fraîches. » Et vous savez pourquoi? Mais c'est à cause de cette histoire. Ça fait 3000 ans qu'on se la coltine. Hein. Et dans le savoir populaire, voilà l'héritage qu'on en a. Donc la mastication, elle mastiquait des feuilles de laurier, mais pas seulement. La Pythie de Delphes, elle était dans une grotte à Delphes, qui était au-dessus d'une faille tellurique, desquelles émanaient des vapeurs sournoises et sourdes du fin fond de la terre. Du gaz de schiste. Elle sniffait le gaz. À titre indicatif, s'il y a des chimistes dans l'assistance, est-ce que vous connaissez la composition du gaz de schiste? Voilà. Excusez-moi, c'est la gaz de shit, il y a des connaisseurs qui me fait twister la langue. Parce que j'ai pas compris la question. C'est CH4. Ah d'accord. Oui. Voilà, le gaz de schiste. Et CH4, on en revient à quoi? Prout. C'est du méthane. Figurez-vous que les prêtresses donnaient l'avenir en sentant du gaz de prout et en mastiquant des feuilles de laurier. C'est quand même extraordinaire. Et là, tous les puissants de ce monde, les empereurs, venaient et attendaient le message de la Pythie pour édicter les lois et le gouvernement des sociétés civiles. Donc vous avez vu que ce petit tour bucolique et champêtre, buissonnier dans l'histoire du laurier, nous a amené là dans le sacré et la divination liée aux Pythie, en passant par la tête des empereurs, les lauréats des épreuves, la noblesse des grands hommes et le tiroir de la cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est une société qui est tellement déconnectée de l'histoire du monde que actuellement, ce qu'on en sait du laurier et de ses propriétés et de ses bienfaits, c'est juste qu'il donne un bon goût dans la soupe. Et alors l'histoire des feuilles fraîches? Ah ben, l'histoire des feuilles fraîches, c'est la mendication alors d'un laurier qui n'est pas un laurier, c'est le Daphné l'Auréola, qui est une plante des sous-bois qui pousse notamment à la Sainte-Baume, qui contient dans ses feuilles de la strychnine. La strychnine, c'est la mort au rat, quand même. Dans les feuilles fraîches? Voilà, dans les feuilles de fraîche. Là aussi? Mais qui était utilisée. Alors non, là, dans le laurier, il est totalement inoffensif, à moins d'en faire des consommations extraordinaires. Ah oui, c'est le bois joli, c'est ce qu'on appelle le bois joli ou le bois gentil. Donc c'est un petit arbuste qui fait des fleurs roses et qui a des feuilles en forme de laurier. Voilà pour le laurier. Et nous voilà. Ah ouais, merci. Voilà un grand arbre. C'est le laurier fleur. Alors le laurier fleur, c'est un laurier rose qui n'a rien d'un laurier. Et oui, lui, c'est pas du tout un laurus.
Et lui, par contre, il est extrêmement toxique. Donc il est conseillé de ne pas le planter autour des jeux d'enfants, dans les cours d'école, etc. Ce qui n'est pas fait dans le parc, puisqu'il y a des lauriers roses là-bas, plantés et accessibles aux enfants. Donc vous voyez, on a peur que les arbres nous assomment. D'ailleurs, c'est un arbre dangereux. Mais par contre, il y a des plantes toxiques. À titre indicatif, les troupes napoléoniennes, dans la région de Toulon, pour un assaut, elles se sont fait des brochettes avec des rameaux de laurier rose. Et bien, ils ont tous été décimés. Ah oui, oui, oui. Oui. Ils ont tous été tués, oui, par mes connaissances. Ah ouais, je pensais pas que c'était mortel. Je savais que c'était un poison, mais... Ah oui, c'est mortel, le ah ouais, c'est très, ah ouais. très toxique. Après, ça dépend de la quantité, peut-être, mais... Ils ont fait des brochettes de... Enfin, vaut mieux pas s'amuser à en manger. En utilisant les branches. Brochettes de... Laurier rose. Oui, mais ils ont fait que quoi vous voulez. Alors, c'est une bonne question. Dans les textes anciens, l'orus, vous avez bien compris, c'est mélangé à toutes les sauces. C'est qu'à le dire, c'est un laurier sauce. Voilà. Et là, on parle de Daphné laureola, on parle de laurier thym, on parle de laurier rose, etc. La botanique. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre promenade où, par la sexualité des plantes, on va voir comment justement les botanistes et cette connaissance qui était détenue par les religieux quand même, parce que les premiers à s'être réapproprié la connaissance de la nature, c'est quand même les catholiques. Pour les plantes de l'office, etc. Ils ont essayé de manipuler les consciences en faisant croire certaines choses et en utilisant cette connaissance pour justement perdre un petit peu les païens. Païen, Robert, ça vient d'où païen? L'étymologie, c'est paysan. Païen, ça vient de paysan parce que c'était les personnes les plus difficiles à convaincre parce qu'elles étaient en relation avec les éléments naturels, les saisons, les planètes et toute cette connaissance-là. Donc on va passer à un autre arbre étrange. Celui-ci. Bon appétit. Bon appétit toute la vie. Parce qu'il y a un magasin, c'est sûr. Voilà, installez-vous. Est-ce que vous avez fini votre sieste? Est-ce que vous acceptez de la compagnie? Non, on l'a pas commencé. J'ai chauffé. Ouais, mais c'est bien beau de parler de choses sérieuses, d'arbres, de botanique, de dictionnaires, etc. Et venez nous rejoindre. Évadons-nous un peu dans la poésie. Alors celui-là, vous voyez, ça aussi, ça c'est extraordinaire. Hein. Là, on a 1 mois et demi d'avance. Hein. On a là un petit racème qui se prépare. Alors ça me permet de parler des bourgeons. Alors, vous voyez, là, le bourgeon a été fabriqué pendant les beaux jours. Il est entré en latence, en dormance pendant l'hiver. Et il s'est exprimé à la faveur des beaux jours. Mais ce qui est fabriqué dans cette petite capsule de renouvellement de la vie, c'est le rameau entier. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que pendant la belle saison, tout a été fabriqué en miniature. Hein. C'est comme les puces électroniques. Hein. Dans le bourgeon, tout ça c'est fabriqué en minuscules. Et là, à la faveur de la chaleur, la transpiration crée l'évaporation par les stomates et met en route tout le mécanisme de circulation de la sève. Et donc ça se déploie, ça ne fait que se déployer et capter l'énergie. Donc là, les feuilles sont déjà en train de fabriquer les mini-bourgeons pour l'année prochaine. C'est quand même relativement extraordinaire. Donc ce drôle d'arbre, je suis sûr qu'un arbre de cette forme-là, vous ne l'avez jamais vu. Surtout qu'en plus, il est en avance, il prépare des fleurs extraordinaires. Et est-ce que... Ah là, c'est pas sûr. Alors, presque. Non, non. Je peux vous le dire maintenant, mais c'est normal que vous ne le sachiez pas. C'est un arbre à souhait. Et oui, c'est un arbre à souhait, c'est très rare. Ah, il pourrait, ceux qui font éternuer, c'est les arbres à pollen. On va passer devant justement. Non, non, celui-ci c'est un arbre à souhait. Est-ce que quelqu'un aurait un souhait à formuler là, dans l'immédiat? Ouais. Voilà. Moi, un de mes souhaits, ce serait que ces arbres puissent encore avoir une longue vie. Des arbres, pas du béton. Et perdurer, voilà, pas de béton, des arbres, de la vie.
Donc voici donc l'histoire de l'arbre à souhait. Mais une histoire, surtout après un bon pique-nique et une bonne journée comme ça sort pas comme ça. C'est pas facile. Pour le faire, il faut faire des crics et des craques. C'est assez facile. Hein. Moi, je fais les crics, vous faites les craques. Quand vous étiez enfant, vous en faisiez plein des craques. Il suffit de faire pareil. Alors on va essayer. Et cric. Et crac. Pas mal, c'est vraiment pas mal parce que la première règle, c'est de faire le crack comme je fais le cric. Un petit cric si c'est un petit crack si c'est un petit cric, un gros crack si c'est un gros cric. Et de le faire ensemble. Mais j'ai pas besoin de vous les dire les règles parce que vous les faites, vous les avez déjà acquises. Donc on recommence. Crac. Et cric. Crac. Et pas ta cric. Et pas de crac. Voici donc l'histoire de l'arbre à souhait. Notre homme marchait sur ce chemin caillouteux, dans la poussière de ce grand soleil d'été. Devant lui, la rocaille, et derrière lui, la rocaille. D'où était-il parti? Il l'avait déjà oublié, et à quel point se posaient des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Où allait-il? Au prochain caillou ou au bout du monde? Il ne le savait pas. Devant lui, le chemin, sous ses pieds, les cailloux, au-dessus de sa tête, le soleil qui cognait comme un sou. Il avait marché depuis des jours. Il était fatigué. Il avait faim. Il avait soif. Il ne savait pas où il allait. Alors, bien sûr, quand il a vu l'ombre bienveillante du feuillage découpé de ce petit arbre, il s'est dit enfin un moment de répit. Il a posé sa besace, s'est adossé contre le tronc du petit arbre et il a poussé un grand soupir. Ah oui, lui, il ne savait pas qu'il venait de s'adosser à un arbre à souhait. Un arbre extrêmement rare qu'on trouve surtout quand on ne le cherche pas. Une sorte d'alibouffier storax venu de contrées lointaines et qui est capable de prodiges et d'effets magiques. Il a poussé un second soupir, plongé la main dans sa besace et n'en a sorti qu'une pincée de miettes du crouton de la veille qui s'est dispersée dans le vent. Oh! Bon Dieu de bois, de misère, s'est-il exclamé en regardant le ciel. Toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir un petit verre de quelque chose et... Là, entre ses pieds, il y avait un petit ballon de rosée, tout couvert de buée, avec un glaçon qui tintait joyeusement. Oh, 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 oh. Notre homme a levé les bras au ciel, il n'a pas cherché à comprendre, il a pris le verre de rosée et l'a liquidé dans une lampée. Oh, bien regardé, il s'est dit, c'est peut-être mon jour de chance là. Oh, ce serait bien si j'avais un petit truc à me mettre sous les dents et... Là, se sont dressées des nappes, des tables couvertes de nappes blanches avec des gigots, des rôtis, des tourtes, des crêpes avec leurs coulis d'olivettes, des plateaux de fromage, des cascades de glace et de coulis au chocolat. Il a noué son mouchoir autour du cou, s'est attablé et a fait un repas de roi. Une fois le ventre bien rempli, il s'est dit, ce serait bien si j'avais maintenant une belle maison. Et juste derrière, en véritable pierre de taille, s'est dressée une demeure de prince, avec son toit en tuiles vernissées, son balcon en fer forgé à l'étage, le perron en escalier était agrémenté de fontaines, tout autour étaient des arbres remplis d'oiseaux, des cerisiers rougissants et des fontaines gazillantes dans la joie et la bonne humeur de la fête des arts et métiers. L'ambiance au passage. Le vilain cousin. L'ambiance sur la ZAD du parc Rambaud. Et voilà notre bonhomme
il était ravi. Il était ravi. Il était pratiquement comblé. Et oui, pratiquement parce que il lui manquait encore un petit quelque chose. Et il s'est dit, mais maintenant ce serait bien là, avec toutes ces richesses, si j'avais un beau petit brin de femme. Et elle est apparue là, sur le balcon, avec sa longue chevelure là, sur sa croupe féline, ses petits yeux coquins qui lui faisaient des clins d'œil comme ça, et sa petite mimine qui faisait des petits gestes. Ah, viens, viens. C'est pas possible. Je n'y crois pas, se dit le bonhomme. C'est le diable qui me berlure et... Instant fatal. Pensée funeste. Quand le doute convoque le démon. En un clin d'œil, tout a disparu. La belle, la maison, le banquier, et là, devant lui, un énorme monstre velu, baveux, haut comme 3 montagnes, l'air très en colère, se décider d'un pas décidé vers lui. Ah, 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 mais c'est horrible, il va me dévorer. Bonne idée, qu'a dit la bête, et il l'empoigna, et il le croqua. Et cric, celle-là, elle est dans le sac. Bravo. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me faire 2-3 photos Dis-moi. Ouais, merci parce que comme j'ai la caméra de... Attends. Ouais, t'as plus là, mais là faut retirer. Oui, oui. De lui, puis un peu du groupe. Ouais, merci. Ah, petite merveille de technologie botanique encore là. Donc le déploiement des feuilles de cet arbre là, que je vous laisse déterminer, c'est très facile. Alors on pourrait le confondre. Mais voilà les fruits, voilà, le fruit on reconnaît très bien. C'est la noisette. Alors celui-là c'est un noisetier particulier, hein. On pourrait le confondre avec le liquide ambar qui est là-bas. Le liquide ambar fait aussi des fruits hérissés comme ça l'hiver. Et lui c'est le noisetier de Byzance. Il vient de Turquie, adapté à la sécheresse. Le liquide ambar il est dans la diagonale là-bas. Vous pourrez aller le voir aussi, il a ses fruits comme ça. Liquide ambar c'est un américain, un arbre qui vient de Louisiane. Il doit son nom à la déformation de l'anglais liquid amber, parce que la sève de cet arbre était récoltée, mélangée à de la tourbe et servait à faire le storax, qui est un parfum très très fort, très capiteux, qui sert de note de fond en parfumerie. Donc comme quoi, même la sève des arbres peut servir à des usages qui sont totalement inattendus. Moi, ce qui me fait réfléchir, c'est comment les hommes ont trouvé ces trucs-là, quoi. Alors, on va continuer. Ah bah tenez. Ah celle-là. C'est aussi magnifique. Voilà, donc voilà la régie. Roger avec la régie nous a fait venir une petite abeille. Donc théoriquement il devrait y en avoir beaucoup plus, hein. Tout devrait être bruissant d'abeilles. Vous savez qu'il y a des petits problèmes. Donc voilà une plante dont le nom est dédié au prince de la botanique, Carl von Linné. Donc ça c'est une linaire. Voilà, une linaire, une petite gueule de loup. Alors quand on a des petits doigts délicats, on peut la faire parler, vous voyez, elle peut s'ouvrir. Voilà. Mais moi j'ai plus les doigts, voilà, vous voyez, elle s'ouvre, on peut la faire parler. Et donc ça c'est une corolle spéciale avec du nectar contenu dans le fond. Alors elle pousse dans les vieux murs comme ça, et c'est une plante voilà, qui va venir là, elle est déjà très très en pousse. Et elle a une feuille caractéristique en forme de cymbale. D'où son nom, la linaire cymbalaire. Comme pour faire de la musique, on l'appelle aussi ruine de Rome. C'est la plante qui aurait dévoré les remparts et les maisons de Rome et qui serait à l'origine, dit-on, de la décadence de Rome. Donc voilà comment. Mais à côté, voilà, on est dans le sauvage là. À côté, on a celle-ci, hein, qui est vraiment la mauvaise herbe par excellence.
voyez, il y a des traces d'escargots gluantes et brillantes. C'est une plante qui pègue, qui récolte la poussière. Péguer Voilà. veut dire coller. Voilà. Non, je traduis pour Oui, oui. Tu fais les gens du Nord et là qui encore, vont elle est regarder la belle parce vidéo. que c'est ses jeunes feuilles, mais elle est souvent poussiéreuse, grisâtre, elle pousse dans les ruines. Et c'est l'ennemi de tous les propriétaires de maisons parce qu'elle vient dans les joints, elle est inextricable avec ses tiges cassantes comme du verre de couleur rougeâtre. On n'arrive jamais à s'en débarrasser. Ah ben voilà, hop, Comment elle s'appelle? une petite. Celle-là, c'est la pariétaire de Pariétal le Mur. La pariétaire. Et bien savez-vous que c'est le Scotch Brite, pour le dire avec l'accent, le Scotch Brite de nos arrière-grand-mères. C'est une plante récurrente par excellence qui contient de la silice. Donc la poudre de pariétaire, c'est le premier dentifrice sauvage, gratuit. Voilà. Et au sol, Ah les ben, petites marguerites. Autre petite merveille du bourgeonnement. Hein, L'ampélopsis. L'ampélope, c'est encore une métamorphose. Donc là, vous voyez, ces petites feuilles d'une extrême délicatesse qui vont se déployer en changeant de toutes les couleurs. Alors pourquoi elles sont rouges là au printemps? Ça fait partie de la migration des pigments. Donc à l'automne, les arbres changent de couleur. Ils changent de couleur tout simplement parce que quand toutes les couleurs des pigments sont superposées, ça donne le vert. Le vert, c'est la somme des xanthocyanes, des carotènes et des flavonoïdes et de la chlorophylle qui prend le dessus et qui nous renvoie la couleur verte. Mais au cours de l'automne, selon leur dissolution dans la sève, ces pigments vont aller dans les organes de réserve qui sont dans les racines les uns après les autres. C'est pour ça que les couleurs changent, passent du rouge au orange, au jaune pour arriver au brun. Et bien c'est exactement ces substances de réserve, ces sucres spéciaux qui sont contenus dans les pigments qui servent justement à donner de l'énergie aux jeunes feuilles à cette époque de débourrement, au moment où les bourgeons se développent. C'est la même couleur qu'à l'automne. Voilà, c'est l'expression des pigments et des couleurs de l'automne. Et on va finir par... On va parler du lierre. Ah, L'envahisseur. là, il faudrait en parler avec Dionysos, puisque c'est l'opposé de la vigne. Il y a la taxe, tu sais qu'il y a la taxe Aziz. Ah là aussi, hein, ils sont tout récents, ils ont 2 jours, hein, c'est une naissance, on est en direct. Voilà, on est en direct avec le bourgeonnement, hein, ça vaut quand même le... Puis avec cette belle lumière, là, de les voir par transparence, on voit les nervures. En direct c'est des quand bourgeons même, sur Zad voilà. partout Téloche. Yes. Et donc là, les bourgeons, par exemple, au bout de ce rameau, là, nous montrent bien l'architecture de l'arbre. Hein. On les voit, il y a le bourgeon apical, celui de l'apex, qui est bien développé, et les bourgeons latéraux qui se développent. Et quand on regarde, hop, en contrebas, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. C'est un figuier, Donc, ça, non? alors c'est le figuier, voilà, qui va pousser. On le reconnaît avec son écorce lisse, voilà, et puis ses grandes feuilles trilobées. Alors le figuier, lui, il a une vie très particulière parce que sa reproduction est complètement dépendante d'une micro-guêpe, hein, qu'on appelle un blastophage. Donc la figue, si vous vous remémorez le fruit, hein, c'est un fruit qui est renfermé sur lui-même. C'est de la famille des moracées, c'est comme les mûres, le mûrier à fruits, sauf que c'est le contraire. Le mûrier, on a un réceptacle avec le fruit qui est autour. Là, la figue, c'est le contraire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la figue, la forme de la figue représente les attributs sexuels masculins, mais la figue en elle-même, c'est la matrice de vie. Et dans tout le pays méditerranéen, depuis l'origine des temps, la figue est une ressource alimentaire, voire de période de famine et de survie, parce qu'on peut la faire sécher. C'est la manne des Juifs errants traversant le désert. Ça pourrait être les figues, ça pourrait être d'autres choses aussi. Et donc, sur les représentations iconographiques du XIVe siècle, les premières représentations chrétiennes, et c'est écrit dans la Bible, quand Ève, elle a goûté le fruit défendu
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah! Et qu'elle l'a fait goûter à son mari. Ah! Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Horreur, malheur, pudibonderie religieuse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit dans la Bible. Ils se sont fait un pagne avec des feuilles de vigne. Alors tous les gens qui ont été des enfants, tous les terriens qui ont été des enfants et qui dans leur jeunesse ont grimpé dans les figuiers pour aller les manger, ils savent très bien que quand on casse des feuilles de figuier, ça fait un latex, une sève blanche, qui a la caractéristique d'être très irritante. Comme les feuilles de figuier, quand on grimpe dans les figuiers, ça gratte. Allez m'expliquer pourquoi, au niveau religieux, on a décidé de faire des pagnes en feuilles irritantes. Rassurez-vous, ça n'a pas duré longtemps. C'est toujours écrit dans la Bible, mais dans l'iconographie religieuse, dès le XIVe siècle, le simple appareil, l'habit d'Adam, c'est devenu la feuille de vigne. Et bien évidemment. Et pourquoi? Là encore, on est dans de la politique botanique. C'est-à-dire que dans un premier temps, les chrétiens ont essayé de rallier à eux les personnes du bassin méditerranéen qui se nourrissaient de figues et qui avaient des cultes autour de la figue. Mais après, quand il a fallu convertir ces alcoolos notoires de Romains, qui ont fait fortune en vendant des amphores, qui contenaient de l'huile certes, mais beaucoup de pinard, eh ben, il a fallu leur donner, se rapproprier leur divinité, et en l'occurrence, c'est Bacchus, Bacchus en latin, Dionysos en grec, celui qui est né deux fois. Ah oui, il est né une première fois, et après, comme ses parents voulaient le tuer, puisqu'il était de nature divine, il a dû se cacher dans la cuisse de Jupiter, la cuisse de Zeus, pour être né une deuxième fois. Mais ça vaudra l'occasion d'une autre balade pour en parler plus longuement. Et là, voilà, le symbole Jupiter et Zeus, c'était le même? Pardon? Jupiter et Zeus, c'était le même? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que Zeus, c'est en grec, et Jupiter, c'est en latin. Parce que c'est les latins, ils ont été très forts, parce que les latins ont converti le paganisme pour se l'approprier dans leur vie sociale. Mais après, vous savez tout comme moi que c'est des empereurs romains qui nous ont convertis au christianisme. Et donc pour ce faire, c'est là que c'était très malin, comme les divinités grecques étaient dans les arbres, étaient sur terre, et il y en avait la moitié des divinités chthoniennes qui étaient cachées dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils ont dit, on va transformer les noms, donc Zeus ça va devenir Jupiter, et Jupiter c'est une planète. On va les mettre dans le ciel, dans les constellations. Donc tous les signes du zodiaque, voilà, qui correspondent à l'écliptique, à la course des planètes dans le ciel, sont le recyclage des divinités grecques par les Romains pour nous convertir au christianisme et nous permettre de lever les yeux au ciel. En l'occurrence, moi je vous permets de vous lever les yeux dans les bourgeons pour revenir les pieds sur terre, bien entendu. Vous avez compris. Et donc là, voilà, celui-ci est fabuleux. Ah oui. Puisque là ils n'ont pas encore éclos, mais ils sont en train de gonfler, là, de se charger de substances de vie. Ah, c'est les gros bourgeons du Marronnier. marronnier d'où? Alors voilà, alors c'est pas un marronnier, et il vient pas d'Inde. Subtilité de la botanique. Aesculus hippocastanum, en latin. Hippo c'est le cheval et castanum la châtaigne du cheval. Il a été introduit depuis les Balkans, parce qu'on pensait que c'est la plus grosse graine du règne végétal dans les pays tempérés, avec la châtaigne. Et on pensait que ça pouvait servir de nourriture pour les humains. Bon, ça n'a pas marché, parce que c'est très astringent, donc ça constipe. Et donc pour les animaux, ça n'a pas marché non plus. Donc c'est devenu une très belle espèce ornementale des parcs, très belle, parce qu'il a ce port en coprin, comme le champignon, là, qui fait une belle cloche, qui va venir se relever sur les bords. Il a des très grandes feuilles qui procurent une belle ombre, qui sont malheureusement là victimes des changements climatiques, qui ont beaucoup de mineuses et beaucoup de maladies. Mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est les bourgeons. On les voit, ils brillent. Donc le bourgeon, cette micro-capsule de vie prête à se déployer, doit quand même subir les rigueurs du climat et de l'hiver. Et pour ce faire, elle est protégée par des écailles. Et là, c'est les écailles qu'on voit briller, là, qui sont brun rougeâtre. Elles brillent de propolis. Donc c'est l'arbre qui sécrète
cette résine qui s'appelle la propolis, qui a aussi des propriétés antiseptiques que viennent récupérer les abeilles pour calfater et colmater la ruche et pour aussi emmailloter tous les intrus dans la ruche, de façon à ce qu'ils ne se décomposent pas. Elles se servent des propriétés antiseptiques de façon à ce que la ruche ne soit pas contaminée. C'est la seule source? Il y en a d'autres, végétales. Il y a d'autres bourgeons qui produisent de la propolis. On l'utilise en phytothérapie, hein, la propolis. Ses propriétés antiseptiques sont utilisées pour dégager les voies respiratoires et les bronches. Donc en plus, c'est un très bon médicament pour être utilisé en préventif contre les maladies de l'hiver. Donc voilà, dans quelques jours, nous serons quelques terriens allongés autour de ces arbres en train d'observer la magnifique lenteur inexorable des arbres. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison... Patrick, tu l'as avec toi le livre? Voilà, ben justement, c'est l'occasion de faire un petit peu de publicité pour un bûcheron reconverti, voilà, qui parle de ce principe de cette inexorable lenteur de l'arbre. L'arbre, c'est tout l'opposé de l'individu. L'autre publicité, c'est là où je l'ai trouvé. Nos amis les arbres. Il est sur présentoir parce qu'il est récent. Les organes sont à l'intérieur. Et alors, il est intéressant? Ah ben voilà, ben, je l'ai il pas faut encore le lu, voir, j'ai le acheté hier. consulter. Il parle de la sensibilité des arbres et de l'individualité des arbres. C'est-à-dire qu'au niveau scientifique maintenant, on est en train de non pas les voir comme des objets doués de vie, mais comme des individus sensibles et capables d'adaptation et de réflexion et de communication les uns avec les autres, voire de caractère. D'ailleurs, on va se demander si... Voilà. Au niveau génétique, oui, ce qu'on doit savoir, on le sait depuis une dizaine d'années. C'est que les arbres, ils ont un tiers de chromosomes en plus que l'humain. Et jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence, elle est liée au nombre de chromosomes. Regardez la taille du cerveau par rapport aux hommes des cavernes, par rapport aux singes. Et oui, mais regardez. Voilà. Donc ces arbres-là ont quand même des centaines de millions d'années de vie et d'heures de vol de plus que nous. Que nous, là, on vit avec, allez, je suis gentil, 30 000 années derrière nous. On fait le Mac. Là, en 30 ans, on a créé des problèmes au niveau des équilibres planétaires qu'on appelle maintenant des ères géologiques. Nous avons créé l'Anthropocène. Nous avons modifié la composition de notre atmosphère de façon considérable. Et donc, je vous ai montré avec quelques petits détails, là, notamment les coquelicots, comment la nature pouvait réagir. La nature, elle réagira toujours, quel que soit, même si on est impacté par une météorite, ça s'est déjà fait une première fois. Cependant, la civilisation humaine, elle a mis là 2000 ans, 3000 ans. Bon, les aborigènes, ça fait 40 000 ans qu'ils vivent en harmonie avec leur environnement. Vous voyez où ils en sont actuellement, hein, dans des réserves soumises à l'alcoolique et aux bassines en plastique. Hein. Et bien, nous, on a mis 30 ans là à détruire tout cet Éden qui nous permettrait de vivre bien et facilement. Et sans l'humain, les arbres vivraient, et sans arbres, ben, les humains ne vivraient pas. Voilà, c'est vrai aussi. Et la vie, elle est beaucoup plus vivante que ce qu'on croit. Il y a même des arbres qui, dans une certaine espèce, je ne sais plus laquelle, qui arrivaient à s'alerter entre eux, les uns les autres, quand un prédateur venait les attaquer, et tous, chacun leur tour, ils s'empoisonnaient pour lutter contre le prédateur. Ils dégagent dire de l'intelligence dans l'atmosphère pour voilà, informer les autres acacias de renforcer la teneur en tanin, justement, qu'on a vu du chêne, pour être indigeste. Et c'est donc dans des réserves d'Afrique du Sud où les koudous, ces antilopes prisées par les appareils photo des touristes, dépérissaient et mouraient. Donc en analysant leur contenu stomacal, on s'est rendu compte qu'ils avaient été empoisonnés par les arbres et que ça suivait la direction du vent, en fait. Mais on est là à l'aune, à la base de la découverte fondamentale sur le fonctionnement de la vie des autres règnes et de la vie interrègne. Malheureusement, on est en train de tout massacrer en attendant. Et on va finir avec... C'est pour ça qu'il faut des ZAD comme au parc Rambo. Ah voilà, c'est pour ça qu'effectivement les citoyens qui lèvent le nez pour regarder les arbres et qui dorment dans les parcs et qui défendent ces zones, défendent des sanctuaires de vie. Hein. Voilà. Créons des oasis. On n'est pas des fous. C'est quoi Quentin Ça c'est le micocoulier. Ah, c'est le micocoulier. Alors il est monumental. Australis.
Alors il a ce côté pachydermique hein, dans son architecture, c'est vraiment l'éléphant qui lui donne son côté vénérable. Et donc sachez que dans le Languedoc-Roussillon, à Sauve, c'est un village dans lequel, qui est réputé pour la fabrication d'outils avec les micocouliers. Ils fabriquent des fourches. Donc ils taillent les micocouliers de façon spéciale pour faire des fourches avec le bois de micocoulier. Et celui-ci, tu penses qu'il a quel âge à peu près? Il a au minimum 150 ans, mais moi je lui en donne 100 de plus. À venir. Ah ouais. Ça vit 1000 ans, hein. Ah ben ça peut vivre très âgé. Oui, celui-là il a 150 ans, hein, tout comme celui-ci. Dire que des arbres qui ont 150, 200 ans, qui ont mis autant de temps à pousser, en quelques secondes ils peuvent être abattus par une tronçonneuse. Oui. C'est fou ça. C'est tellement facile. Ouais. Puis ça fait pas de bruit un arbre qui meurt. Ouais. Mais nous on fera du bruit pour eux. Voilà. Et on les laissera pas mourir. Ouais, c'est d'une délicatesse. Alors il y a un atelier où on vous demandera de compter le nombre de feuilles. Donc c'est mieux que le dictionnaire quand même. Ah ça c'est une stratégie pour garder les gens sur la ZAD comme ça. Mais tous les organes de l'arbre sont donc en périphérie et c'est une multitude. Ça mettra plusieurs années à tout compter. D'ailleurs, messieurs, dames, vous pouvez faire l'expérience de serrer un arbre dans vos bras. Vous allez voir, ça va vous détendre. Ouais, c'est vrai, je l'ai déjà fait. C'est presque une peau de dinosaure. Hein. Parce que l'arbre donne de la belle énergie. Alors voilà, on en venait à l'inverse de l'anthropomorphisme, hein, si on voit les choses. Donc l'arbre, il vit de l'extérieur. Il y a une couche qui s'appelle le cambium, qui est bien connue des greffeurs. Hein. Il faut mettre en contact cette très très fine membrane entre le porte-greffe et le greffon pour qu'il y ait soudure. Et donc le cambium, il se développe des deux côtés. D'un côté, il fabrique des tissus de soutien, qui est le bois de cœur, le squelette de l'arbre. Et de l'autre côté, il fabrique les vaisseaux conducteurs de sève, qui vont permettre à la sève de monter et de descendre pour alimenter les feuilles. Et derrière, vers l'extérieur, il y a l'écorce. Qui est une structure de protection de l'arbre. Et ça, vous n'aurez pas l'occasion d'en toucher souvent de ces arbres-là. Il y en a deux ici, puisque c'est un arbre de la famille des ébénacées. Donc si vous connaissez un menuisier, cette bille-là, elle peut vous rendre millionnaire. Puisque c'est du bois d'ébène. Eh oui. Non mais je vous dis pour chatouiller la cupidité des forestiers. Là, il est vivant. C'est un diospyros. Alors, diospyros, dios, ça veut dire Dieu, et pyros, la poire des dieux en grec. Alors, à votre avis, quel est le fruit si délicieux qu'il a pu être appelé la poire des dieux? Alors, il y en a un commun qu'on retrouve qui vient de Chine, qui est le plaque minier, Diospyros kaki. Donc, lui, c'est le Diospyros virginiana, qui fait un petit kaki. Un fruit aussi, quand il est à un niveau de maturité qui est absolument excellent, qui est confit, quand il est bien mûr, il est très confit. Si on ne le prend pas mûr, il est très astringent, hein, il se fait remonter les gencives. Voilà. Il faut comme un kaki. Ah oui, ça fait des petits kakis. On en voit d'ailleurs, il en restait certains petits, là, voilà, tout desséché. On voit bien le pédoncule avec la corolle à quatre feuilles. Et il y en a. Alors c'est très, très emmerdant pour le gardien ça, hein, parce que ça fait des fruits, ça tombe par terre, c'est salissant. Voyons voir un autre arbre salissant. Celui-là c'est un chêne. Voilà, c'est un chêne d'Amérique en fleurs.
Donc là, c'est les fleurs mâles. Ouais, il y a une dérogation écrite. Ah, c'est de la dentelle, hein, c'est vraiment exceptionnel. De précocité. Hein. Et à côté, donc, on a un arbre fabuleux aussi. Donc vous voyez, celui-là, c'est un arbre de vie éternelle. Donc on voit là, toute cette partie-là est morte. Donc il a vraisemblablement été brûlé. Et il tient, regardez sur quoi il tient. Voilà, il tient sur, ben on va le faire en proportion. 1, 2, 3, 4. Voilà, sur 1/5 de son tronc, ben, comme Ça, si c'est la partie vivante. Alors. comme si ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, il n'y a plus ni cambium, ni vaisseau conducteur de sève, ni écorce. C'est que là, que c'est vivant. Ah ben voici un petit forficule ou perce-oreille. Voilà, c'est la période aussi des gendarmes. Il y en a plein partout, il faudra le dire à zoom. Il y a plein de gendarmes qui copulent allègrement et sauvagement dans la végétation. Ah non, mais ça, cet espèce-là, on n'en veut pas sur la ZAD, non. Tiens, d'ailleurs, alors celui-ci, vous l'avez reconnu, hein, Taxus baccata. Comme vous êtes un peu initié au latin maintenant, on a appris baccalauréat, donc baccata, ça doit un peu sonner dans vos oreilles. Taxus baccata. Taxus, je peux vous dire que ça a donné en français toxique. Alors un arbre qui s'appelle toxique, c'est l'if. Toute la partie de l'arbre, sauf l'arille rouge du fruit, le baccata, tout est toxique, sauf la pulpe de l'arille. À tel point qu'il y a énormément d'anecdotes de chevaux impatients au bord des cimetières qui étaient plantés d'if, qui sont morts parce que le convoi mettait du temps à partir. Moi j'ai discuté avec des amis élagueurs arboristes qui avaient eu un problème chez un particulier, donc des chênes centenaires mouraient sans avoir d'explication logique. Et quand ils en ont abattu un, ils se sont rendus compte qu'il y avait un voisin malveillant qui avait introduit des chevilles en if dans le chêne. Et ça l'avait fait mourir. Alors ces propriétés, nous, de façon contemporaine, on a dit « Ah, toxique !» Toxique, c'est comme caca, c'est comme rouge, faut pas toucher. Voilà la pédagogie qu'on fait, on en est à ce niveau-là, au niveau de la pédagogie à l'environnement. Voilà. Sachez que c'est quand même une plante druidique par excellence. Les druides avaient un sceptre fait en bois d'if. Et que pendant le Moyen-Âge, c'est une plante qui a permis de ne pas faire en sorte qu'on soit conquis par la perfide Albion. Puisque grâce aux ifs bretons, on a pu fabriquer énormément de flèches et d'arcs. C'est un bois très souple et très élastique. Et comme vous l'avez compris, il est toxique. Même une blessure faite avec un carreau ou avec une flèche d'if empoisonnait l'ennemi. Ah bon? Et oui. Et savez-vous pourquoi on fait comme ça en cri de victoire? Et bien ça vient des prisonniers anglais qui avaient été pris parce que justement les Anglais avaient des outils et des arcs notamment beaucoup plus performants que les Français. Et pendant la guerre de 100 ans, ils étaient faits prisonniers. Et ce qu'on leur faisait traditionnellement, c'est qu'on leur coupait l'index et le majeur parce que c'était les doigts qui servaient à tendre la corde des arcs. Et c'est pour ça que quand ils avaient été prisonniers et qu'ils étaient libérés, ils faisaient ce signe que maintenant on s'est approprié comme cri de victoire. C'est celui qu'on fera mardi soir si Maryse nous dit qu'elle renonce au projet, ce qui m'étonnera. Donc on le fera plus tard quand le projet de parking sera abandonné. Et si elle renonce pas au projet, par contre l'index sera plié, le majeur sera brandi par contre. Mais c'est derrière l'Intermarché, oui. Oui. Voilà, pour ceux qui, moi je connais pas l'adresse exacte, mais pour ceux qui la connaissent, voilà. L'adresse exacte, Voilà. c'est 2 chemins C'est le du petit chemin qui monte le long de à côté de l'Intermarché la à droite. pharmacie.
Montigny, c'est un peu plus haut. Il faut passer devant la pharmacie et après aller tout droit. On peut aller, oui, mais en allant à pied, c'est par Et si elle renonce pas au projet, alors elle va attaquer directement le chantier. Alors les travaux sont prévus pour cet été. Ah ouais. Et là où c'est sournois, vicieux et pervers et que ça rentre complètement dans la communication de la mairie, c'est comme là pour le moment on a réussi à empêcher le cernage des arbres, hein, cernage qui était impossible et irréaliste, mais pour eux ça va leur servir d'argument pour dire, voyez, les associations de défense des arbres ne sont pas crédibles et sont illégitimes parce qu'elles nous ont empêchés de protéger les arbres avant les travaux. Donc là, ils peuvent venir à tout moment avec les tractopelles sans aucune scrupule faire les travaux et arracher les racines des arbres. Ah ouais, donc Ce sera ouais, de notre faute. directement Mais on assume complètement. directement tuer les arbres alors. Oui. Ah ouais. Maintenant, ils prendront plus de Et ils ont le précautions cynisme puisqu'on de va dire les que c'est de notre faute alors que c'est eux. Au moins 2, tu gagnes Ok. 60 Elle sur a un déjà an. Merci de l'info. dans un écrit. Elle a déjà insinué dans un écrit. Ah ouais, le cynisme politique n'a pas de limite. Non, non. C'est leur mode de communication, c'est du discrédit, de la culpabilisation. Donc. Bah, comme d'hab. Alors on va finir avec le Polovnia. Ah oui, voir ces bourgeons, c'est longtemps que je les attends. Martin, je suis le premier en fruits. Et tu peux le commenter. Allez, viens. Bah oui, c'est une magnifique journée. Vraiment, journée pour sauter à la fin. Bah ouais, bien évidemment. Tu as eu un beau costume, hein. Avant de les gérer, je vois pas les costumes. Non, mais justement, pour moi, un peu de pas pour me mettre en valeur. Tu sais, l'extérieur, ça compte vachement. Hein. Putain, t'as vu qu'ils ont coupé le Polovnia qui était à la fac de droit, Martin? Ah bah voilà, alors. Il y avait un beau Polovnia à la fac de droit. Les tu l'avais Polovnia, remarqué? c'est comme les sophoras. C'est des arbres qui leur font peur et des arbres qui sont considérés comme dangereux. Bon, attention mademoiselle, cet arbre est un arbre dangereux. Et quand un arbre dangereux, Le chapeau du qu'est-ce que monsieur fait la peut vous mairie? tomber sur la tête. Coupe les branches. Eh oui, ben voilà, c'est ça. Vous êtes dangereux, on vous coupe un bras. Donc cet arbre-là, il est dangereux à plus d'un titre. Donc déjà parce qu'effectivement, il a la moitié de la souche qui est pourrie, etc. Et qu'on ne sait jamais, hein, il peut assommer un pauvre enfant innocent qui passerait par inadvertance à son pied. Donc il a déjà été réduit. Mais maintenant, il y a une autre couche de danger relative à cet arbre. C'est que cet arbre a été inventorié comme arbre cavernicole. Et ça pose un petit peu des problèmes dans les projets d'aménagement. Parce que si un maître d'ouvrage rencontre un arbre qui est répertorié comme cavernicole, il doit procéder à des mesures compensatoires qui sont extraordinairement exorbitantes au niveau financier. Donc il est d'autant plus dangereux pour la mairie. Donc ce qu'on fait là, vous voyez, c'est un arbre qui a préparé ses bourgeons, donc là les bourgeons, bien veloutés, qui vont faire des magnifiques fleurs, comme des fleurs de digital, hein, en forme de doigts de gants, lilas bleuté. C'est le paradis des bourdons et des gros insectes. Et lui, il a la caractéristique de faire ses fleurs avant de faire les feuilles. Polovnia. P-A-U-L-O-W-N-I-A. Et là, on voit les fruits, donc les fruits liés aux inflorescences de l'année dernière. On voit surtout qu'ils ont taillé l'arbre et qu'ils n'ont pas soigné la blessure, là. Ce qui ne va pas arranger le côté cavernicole de l'affaire. C'est ça. On voit quand même aussi Cette les branche-là, régénérations. On voit de qu'il y a vie. un trou, ils auraient dû, Ouais, mettre de l'argile avec de l'huile ou un mastic. Cicatrisé, ouais. c'est fait avec. Voilà. Sauf que là, c'était une charpentière là qu'ils ont coupée. Et là, il y a l'arbre que j'ai occupé la dernière fois et que je vais réoccuper tout à l'heure. Ou comme ça. Des magnolias. Non, des magnolia. Ah, ça va toucher. Magnolia. Des magnolias. Magnolia. Oui, magnolia. Des magnolias, mais oui, ils sont au comme 1m50. Oui, 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 oui. Ah, putain, avant qu'ils soient comme ça, il y en a, on verra pas. C'est sûr. Les plus de 60 ans, c'est fini. Hein. C'est 30 ans, je sais pas ce qu'ils verront, mais pas. Alors, les prochains bourgeons qu'on souhaite voir le plus rapidement possible, bah, c'est les bourgeons de notre arbre de la résistance. Voilà, ce sera l'occasion d'une belle fête
de voir ces jeunes feuilles et tous ces espoirs citoyens de résistance à la bétonnerie, à la bétoconnerie, on peut le dire, environnante. Le mot est bien trouvé. De ces politocars bidons. C'est Magnolia Exactement. devait Ça, disparaître. c'est bien dit. Ah dans oui, le oui, cas. Ils disparaissent tous. Ouais. oui, ils sont dans le projet. Et ça, c'est les. Comment ça s'appelle ça? Magnolia. Par contre, Magnolia grandiflora. on veut pas que les espèces disparaissent, mais s'il y a une espèce qu'on voudrait voir disparaître, c'est les politiciens. Ah oui. Ouais. Comment ça s'appelle? Ça, c'est une espèce nuisible et invasive, le polytocar. Ouais. C'est des gros, hein. C'est des grosses textures avec des charpentières, plus ou moins. Bon, tout s'est bien passé. Ah oui, oui, ça a été une belle journée. Ben voilà, donc on veut des arbres, de l'air, et pas du béton, pas des parkings. Toutes et tous, venez rejoindre la ZAD du parc Rambaud à Aix-en-Provence, qui, vous voyez, est occupée. Il est occupé, ouais. Tout le temps. Ouais, Il est ouais. occupé, alors donc on n'a pas le droit d'y toucher. Hein. Voilà. Et ben, pour couper les arbres, il faudra venir nous passer sur le corps. Et je vous préviens, on est déterminés. Vive la vie! Ah oui, bah,